Hello and welcome. This is Kingdom in Context. I'm Sean. Merci de nous rejoindre ce soir. Nous allons accueillir Josh Defeb, Founded Earth Brothers. Il va nous parler d'une mise à jour sur le Creation Standard, ainsi que sa compréhension des preuves concernant le firmament, les différents concepts de la création et peut-être aussi son avis sur The Final Experiment. Comment ça va, frère? Bienvenue. Merci de m'avoir invité à nouveau, Sean. C'est fou ce qui s'est passé depuis la dernière fois que nous étions ici. On a l'impression que c'était hier. Mais en réalité, c'était avant que nous commencions pleinement le voyage de Creation Standard. Et maintenant, de manière ironique, nous sommes à un point où nous utilisons un manuel scolaire pour enseigner les phases de la Lune. J'en ai un juste ici. Nice. Donc, juste à temps, quelqu'un m'a demandé hey, où puis-je trouver une copie d'Enoch? Parce que je cite beaucoup ce livre dans cette leçon. Du coup, dans nos diapositives, nous avons le premier guide d'études contextuelles, avec des liens et tout le reste. Les gens peuvent y accéder et, espérons-le, en apprendre davantage sur le modèle biblique de la Terre. Depuis que nous avons commencé ce voyage, le Père m'a béni non seulement avec des étudiants et des parents formidables, mais aussi avec une abondance de preuves que ces paroles sont vraies et qu'elles sont définitives. Elles sont l'autorité finale de ce monde, et cela est prouvable. C'est facile à prouver, et ça me sidère. Je savais déjà que c'était facile à prouver, mais en travaillant avec une communauté de chercheurs de vérité, aux côtés de personnes du monde entier, le Père a vraiment béni ce projet. Je suis donc impatient de partager beaucoup de ces choses fascinantes et stupéfiantes que nous avons découvertes. J'ai juste intégré quelques éléments clés de science de la vie et de la Terre, mais il y en a énormément. Merci de m'avoir permis de revenir en parler, car je n'ai même pas eu l'occasion de m'asseoir avec nos propres spectateurs pour leur donner une mise à jour. Cela tombe bien, je vais pouvoir partager cela avec eux et ils comprendront ce qui s'est passé, car il s'est passé beaucoup de choses. C'est le travail le plus dur que j'ai jamais fait de ma vie. Mais le Père m'a béni avec une passion immense pour accomplir cela. Et en même temps, dans le monde, tout devient fou. Il y a beaucoup de tromperies, mais nous trouvons encore des preuves au milieu de tous ces signes mensongers. Des prodiges et des tromperies, ça c'est sûr. Génial, frère, génial. Alors vous avez terminé votre premier semestre du Creation Standard, ces 6 derniers mois seulement. Quels ont été, selon toi, les points forts de cette période? Les points forts? Mon Dieu, les points forts, ce sont les témoignages. Pour moi, entendre un parent dire « Ma fille est maintenant dans la parole et ne peut plus la lâcher, elle est captivée », pour moi, ça, c'est une victoire. Et ça n'a pas de prix. C'est valable juste pour cet enfant qui est arrivé là. En tant que parents, avec nos vies bien remplies, on pense parfois « je vais poser une base un peu plus tard dans leur vie, quand ils seront un peu plus grands, plus près ». Mais ces enfants absorbent ce que leurs parents leur transmettent, voient la sagesse partagée par leurs parents, et puis ce que nous leur transmettons à notre tour. C'est quelque chose d'inestimable, ça l'est vraiment. C'est une bénédiction de voir cette réaction en chaîne où des parents enseignent la vérité à leurs enfants dès le départ. Car je crois que notre Père crée une génération de véritables soldats, des enfants et des individus. Quand je dis enfants, je parle aussi de nouveaux croyants qui commencent avec une fondation solide. Moi, je n'avais pas ça, je n'avais pas la cosmologie biblique comme base. J'étais dans Babylone, nous l'étions tous. Nous étions exposés à tout ce non-sens babylonien, ce modèle du Dieu soleil. Et commencer les enfants avec cette fondation, c'est vraiment bien. C'est puissant et ils ont hâte d'apprendre. Je n'ai jamais vu des étudiants aussi enthousiastes. C'est génial, vraiment génial. C'est assez incroyable, je veux dire, même à petite échelle. Je suppose que c'est ce qu'on réalise aussi en étudiant la création du Père, pas vrai? Ce n'est pas cette création fictive faite par l'homme qui doit constamment inventer de nouvelles formules mathématiques pour essayer de la faire fonctionner, ou même abandonner complètement les mathématiques gravitationnelles, newtoniennes, pour adopter la relativité einsteinienne, voire inclure la matière noire. C'est juste essayer de mieux comprendre où nous sommes et comment nous vivons l'expérience de ce que Dieu a créé pour que nous existions. Et je trouve ça magnifique. Comme chante Stephen Curtis Chapman, pour moi, ceci est la grande aventure. Oui, exactement. On est tous dedans, n'est-ce pas? Alors, raconte-nous un peu, frère. Je crois savoir que récemment, un groupe d'hommes et une femme sont allés en Antarctique et se sont enthousiasmés à l'idée de voir le soleil tourner en cercle au-dessus de leur tête. Certaines personnes qui croyaient en une cosmologie biblique ne savaient pas si c'était vraiment ce qu'ils allaient observer. Moi non plus, je ne savais pas si c'était ce qu'ils allaient voir. Mais d'autres personnes ont vu cela et ça leur a fait changer d'avis.
Rien que le fait d'en discuter ces derniers temps a poussé certaines personnes à commencer à tester un modèle de firmament qui est le modèle de la création biblique, si une telle observation pouvait être vraie. Et voilà qu'ils sont maintenant capables de le modéliser et de le démontrer. C'est intéressant. Alors, ça ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais c'est justement ça, l'expérimentation, non? On est en train de modéliser. As-tu entendu parler de l'expérience finale et qu'en penses-tu? Oui, j'en ai entendu parler. Et en fait, grâce à ton émission, tu en discutais avec Will. Et spirituellement parlant, avec discernement, je n'aime pas dire du mal des gens, mais j'ai eu un sombre pressentiment à propos de toute cette opération, comme si quelque chose n'allait pas. Je ne savais pas quoi. C'était la première fois que j'en entendais parler. Et puis j'ai vu ce qui s'est passé depuis. Et cette obscurité, c'était comme un nuage sombre. Les gens perdent la tête avant même que la poussière ne retombe. Mais moi, je sais avec certitude absolue, 100% sûr, qu'il y a un firmament au-dessus de nous. Ça n'a pas disparu en Antarctique. Ils n'ont pas trouvé de courbure en Antarctique. Ils ont fait une observation. Était-ce le vrai soleil? Peut-être, je ne sais pas. Le Père a créé une grande lumière, l'a placée dans le firmament pour éclairer la Terre. C'est ce qu'elle fait. Et tu peux modéliser cela avec un modèle de firmament. Tu peux littéralement prendre un verre ou un aquarium, n'importe quel type de récipient d'eau, te placer en dessous, regarder vers la surface de l'eau, prendre une source de lumière et la déplacer. Regarde ce qui se passe, puis déplace-la vers le bas du récipient et tu verras son reflet inversé en haut. Il y a beaucoup de choses différentes que tu peux faire avec un modèle de firmament et des barrières. Personne n'a fait ça. Nous avons été trop confiants parce que les preuves n'ont cessé d'affluer. La platitude, vérifiée, encore et encore et encore et encore. Je veux dire, des signaux en ligne de vue entre l'Angleterre et l'Australie. On n'a pas besoin de beaucoup plus, on a déjà énormément. Les avions qui ne baissent pas le nez, des vidéos d'étoiles prises depuis des avions en vol, prouvant que les avions ne descendent pas et que les étoiles ne montent pas comme elles le devraient. Des choses comme ça, genre, on commence à s'ennuyer, on se dit, bon, on maîtrise totalement ici. Et je pense que les gens sont devenus trop orgueilleux et trop arrogants. Puis, lorsqu'ils ont vu une chose qu'ils ne s'attendaient pas à voir, parce que c'était étrange, la manière dont c'était mis en place, c'était comme, ne leur donnons aucune séquence de ça, même s'il y a des milliers de séquences au nord de ce même phénomène, donnons-leur des séquences truquées. Je sais pas, je trouve ça bizarre. Pour la toute première fois dans l'histoire qu'on observe cela. Et quand on essaye de trouver qui a été le premier à découvrir le soleil de minuit, il n'y a aucune documentation. Je ne trouve rien sur la première personne qui a dit « oui, c'est bien là ». Tu sais, à l'école, on m'a dit que Christophe Colomb avait prouvé que la Terre était un globe, mais je ne savais pas qu'il n'avait même jamais fait de circumnavigation. C'est fou les choses qu'on m'a enseignées. Quand on fait notre unité sur la circumnavigation et la navigation circumpolaire, ça a été une révélation pour moi cette année. Je ne savais pas qu'ils enregistraient plus de 60 000 miles en essayant de contourner l'Antarctique. Tu te dis, c'est ce qu'ils faisaient, et tout d'un coup, oh non, voici le continent. Ça fait 11 000 miles. Ignorer le voyage de 3 ans qu'ils ont fait pour essayer de trouver un continent. Donc ce que tu me dis, c'est que la version officielle du récit courant est que cela fait seulement 11 000 miles pour circumnaviguer le continent de l'Antarctique, si c'était sur une Terre globulaire héliocentrique. Mais auparavant, c'était genre le Captain Cook, n'est-ce pas, qui avait essayé de le faire et avait enregistré 60 000 nautiques et non pas 11 000, ce qui est vraiment bizarre. Pour moi, c'est une des expériences que j'aimerais que les cosmologistes bibliques réalisent. Affréter un bateau, rester le long de la côte et filmer tout le voyage. Je ne sais pas à quelle vitesse il faudrait aller pour circumnaviguer 11 000 miles, mais peut-être en 2 semaines. Mais l'idée serait de rester le long de la côte pour que l'on puisse filmer la côte tout du long. Si tu te diriges vers l'ouest, tu verras la côte s'incliner vers la gauche en continu à un moment donné, non? Et si tu te diriges vers l'est, tu devrais voir cette côte s'incliner vers la droite en continu, jusqu'à ce que tu circumnavigues ce qu'ils nous disent être le continent de l'Antarctique. Donc c'est une expérience qui ne prouvera pas la forme de la Terre, mais qui prouvera la taille de l'Antarctique. Et je pense que ce serait un concept intéressant à réaliser, parce qu'il y a cette divergence dans l'histoire avec des explorateurs navals accomplis, qui faisaient partie de la marine et qui disent « Eh, ça fait 60 000 miles, pas 11 000 miles ».
Oui, exactement. Je veux dire, il y avait aussi le Challenger britannique. Ils sont venus après le Captain Cook et ont enregistré 72 000 miles. Et le Capitaine Cook, ce que j'ai appris d'un de mes étudiants, parce que je ne l'ai pas découvert moi-même. L'un de mes étudiants a fait des recherches à ce sujet parce que nous avions un projet de recherche dessus. Ils ont dit que son but n'était pas d'explorer, mais de témoigner du transit de Vénus devant le Soleil. C'est incroyable. Et ensuite, il y avait le voyage secret pour trouver la Terra Australis Incognita, la Terre australe inconnue, ou quelque chose comme ça. Un Australie du Sud, j'oublie le nom de la Terre qu'ils essayent de trouver. Donc ils partaient là-bas pour faire des choses en sachant tout sur les étoiles et les lumières dans le ciel, où elles se trouvent, où tu peux aller, comment tu peux te rendre à cet endroit précis pour observer le transit de Vénus devant le Soleil, bien avant qu'ils ne parlent de ces objets tournoyant dans le vide à une vitesse de 800 000 km/h. Ils faisaient déjà ces observations. Des trucs incroyables. Et je te le dis, Sean, il y a des choses que j'ai découvertes aujourd'hui même. Je compilais des informations à apporter ici, et j'ai trouvé quelque chose qui, je me suis dit, n'a de sens que sur la terre biblique. C'est la seule explication. C'est ce que tu as Is that trouvé, what ça? you got, Lou? Oui, c'est ça. Je te le dis, des trucs fous. Et beaucoup de tes auditeurs qui croient en la parole et qui sont sincères à son sujet, mettez-la à l'épreuve. C'est quelque chose qui est prouvable. Vos propres corps sont une preuve de la création biblique. Des choses prophétiques dans vos propres gènes, votre génétique, vos chromosomes, votre ADN, tout cela. C'est incroyable. Et je veux commencer par les sciences de la vie, puis nous passerons aux sciences de la Terre. Mais avec les sciences de la vie, c'est quelque chose que j'ai appris tout récemment cette année. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas en première page des journaux, mais cela a un lien avec le fait d'être greffé en Israël. Comme la plupart d'entre vous le savent, l'arbre que notre Père a choisi pour cette analogie est l'olivier. Paul en parle même, nous expliquant que nous sommes greffés sur cet olivier, l'olivier sauvage étant greffé sur l'olivier bien nourri. Et cela peut sembler banal. Ok, il connaissait les oliviers à l'époque, peut-être que Paul a juste pris un exemple d'arbre qu'il avait sous les yeux. Mais ces gens étaient inspirés par l'Esprit pour parler de choses qui ne sont pas seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Alors, pour vous donner une petite leçon de biologie, vous avez 46 chromosomes dans chacune de vos cellules, sauf dans vos cellules reproductrices. Ces dernières ont 23 chromosomes parce qu'elles servent à la reproduction. Lorsque le spermatozoïde rencontre l'ovule, il forme 46 chromosomes, donc moitié-moitié, moitié de la mère, moitié du père. Et notre Père a conçu cela d'une manière incroyable. On pourrait penser qu'en venant moitié d'un homme et moitié d'une femme, vous seriez moitié homme, moitié femme. Mais non, il a tout conçu pour que cela forme une personne unique. Personne dans l'histoire n'a jamais eu la même combinaison génétique que vous. Et personne ne l'aura même s'il vous clonait. Maintenant, avec l'aspect de la greffe, voici quelque chose d'intéressant. Avec les plantes, c'est différent. Je ne peux pas prendre une paire de personnes pour la greffer à une autre. Bon, on peut peut-être le faire avec des greffes d'organes, comme un foie, mais il faut des compatibilités très précises, comme le type de sang, etc. Avec les plantes, elles doivent être de la même espèce. Vous ne pouvez pas greffer des plantes qui sont totalement différentes. Et c'est là que ça devient puissant. Bien que je préparais une leçon et que je réfléchissais à tout ça, la science, la reproduction, une révélation m'est venue. Je ne pense pas que j'y aurais pensé tout seul. C'est dans les passages où il parle de l'olivier. Et Paul dit ceci, « Nous sommes comme l'olivier sauvage greffé parmi eux. » Et il ajoute, « Tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier. » Si vous savez quoi que ce soit sur la greffe, ce n'est pas un processus naturel. Il faut un jardinier expert. Je ne pourrais pas sortir et commencer à greffer des arbres, je ferais des erreurs. Il faut un jardinier qui connaît bien les arbres et qui a de l'expérience. Et si vous le faites correctement, vous savez que les arbres doivent être de la même espèce. Et voici la partie vraiment fascinante. L'olivier, comme vous, a 46 chromosomes. Notre Père aurait pu choisir 73 000 autres arbres pour cette analogie. Mais il a choisi l'olivier, et cet arbre a 46 chromosomes. Ça ne s'invente pas, c'est dans la parole pour une raison. C'est notre Père qui nous montre qu'il est le créateur de la vie. Il t'a créé. Il savait combien de chromosomes cet arbre avait, bien avant que les chromosomes ne soient découverts, soi-disant dans les années 1800. Il le savait. À quel point est-ce puissant?
Et non seulement ça, mais voici ce que je trouve d'incroyable. Les olives vertes et les olives noires poussent sur le même arbre. Je ne savais pas ça. Je pensais juste qu'il y avait un arbre d'olives vertes et un autre d'olives noires, mais elles poussent sur le même arbre. Elles sont comme codées par couleur pour te faire savoir quand elles sont prêtes. Quand il a conçu l'ADN de cet arbre et de cette plante au 3e jour de la création, il s'est dit, tu sais quoi, je vais les coder par couleur pour qu'il n'ait pas à deviner ou à toucher chaque olive. Elles vont changer de couleur quand elles seront prêtes. C'est pareil pour les pommes, les mûres, les oranges qui sortent déjà précoupées dans leur emballage naturel. Tu sais, toutes ces choses incroyables que notre Créateur a faites et que nous prenons pour acquises. Mais quand tu te concentres sur le design intelligent, tu commences à voir ces choses et elles sont intentionnelles. Et je pense que c'est probablement pourquoi la femme, lorsqu'elle a vu le Messie après la résurrection, pensait qu'il était un jardinier. Il y avait une greffe sur le point de se produire. Et ce qui est vraiment puissant à propos de cela aussi, c'est de penser à nous comme étant greffés dans un olivier. Où les pieds du Très-Haut vont-ils se poser lors du moment de la récolte? Sur le mont des Oliviers. Où le Messie parlait-il aux gens des choses de la fin des temps? Sur le mont des Oliviers. Tant de choses. Tout cela nous montre le travail de notre Père dans sa parole et dans la conception. Le temple qui a pris 46 ans à construire. Le Messie parlait de son corps. Et il disait, le temple a pris 46 ans à construire. 46 chromosomes, 46 ans. Ce n'est pas un hasard. C'est une feuille d'olivier qui a été rapportée à Noé après le déluge. L'huile d'olive servait à illuminer les lampes, la lumière dans le temple. L'huile d'olive, tant de choses incroyables à ce sujet. Je voulais juste partager cela parce que je sais que vous allez adorer. Pour moi, c'était tellement fort que j'en étais émue. J'ai pleuré en voyant ça. Je me disais, quoi? Je suis en train de préparer une leçon et je n'arrive même pas à avancer. C'est tellement puissant. Ces choses sont magnifiques. Il y a encore tellement de choses sur l'olivier dont je pourrais parler. Les 2 témoins, les 2 oins, des branches d'olivier. C'est comme ça qu'ils sont appelés. Imagine ça, tant de choses. On passe à côté de tellement de choses, tellement. Même dans l'Apocalypse, les 2 oliviers. Des choses puissantes. Mais tu sais, le Père a sa version et le monde a la sienne. Il y a une autre créature là qui a 46 chromosomes et c'est une bête. Tu as un choix. Et je pense que c'est cela que ça nous montre ici. Vous avez un choix à faire. 46 chromosomes, ce n'est pas juste l'olivier, il y a autre chose. Voici un autre point. Je n'ai encore partagé ça avec personne. Ta cage thoracique ressemble un peu à des branches d'arbres qui poussent autour de toi. Elles protègent ton cœur. Et il y en a 10 dans la partie supérieure nord et 2 qui sont séparées dans la partie sud. Cela me fait penser aux tribus séparées prophétiquement. C'est vraiment comme dans tes côtes, c'est le schéma de la création. Des choses auxquelles on ne pense pas. C'est plutôt cool, oui, donc vraiment des choses incroyables que tu peux partager avec des gens qui disent « Je ne sais pas trop pour la Bible, ce n'est pas vraiment un livre de science. » Si, ça l'est. Et en fait, je ne veux pas juste dire que ça l'est. C'est bien plus qu'un livre de science. Aucun livre de science ne pourrait être aussi ancien et faire ce genre de choses. Donc il existait bien avant qu'on ne connaisse les chromosomes, parce que tu ne peux pas dire que les Illuminati ont écrit la Bible, puisqu'ils n'existaient pas quand ces choses ont été écrites. Et même s'ils existaient, ils ne connaissaient rien des chromosomes. Et ça, c'est la science de la vie. La science de la Terre, c'est là où les choses ont vraiment pris un tournant incroyable, quand on a commencé à examiner des choses comme les arcs-en-ciel. Je fais juste appel au bon sens, en me demandant quels sont les ingrédients nécessaires pour un arc-en-ciel. Est-ce que ça correspond au globe? Est-ce que ça correspond au modèle biblique de la Terre? Et en construisant des leçons, on réfléchit à la manière dont on peut en créer un à l'intérieur. Qu'est-ce qu'il te faut? Une source de lumière pour représenter le soleil, une sorte de barrière, de l'eau et un miroir ou quelque chose qui reflète. Et généralement, les éléments nécessaires semblent correspondre au modèle biblique de la Terre. Surtout quand tu essayes de faire un arc-en-ciel courbé, tu as généralement besoin d'une barrière courbée. Si tu veux faire un arc-en-ciel plat, tu peux utiliser un prisme ou quelque chose qui réfracte la lumière pour le créer. Tu as probablement déjà vu ça souvent chez toi si tu as des fenêtres élégantes avec différentes formes. Mais la forme de l'arc-en-ciel indique généralement la forme du contenant à travers lequel la lumière passe. Et donc, en réfléchissant à cela, en pensant à cet aspect du miroir fondu du firmament, des arcs-en-ciel, des eaux et des lumières, j'ai commencé à me demander si les arcs-en-ciel avaient quelque chose à voir avec ce qu'il y a au-dessus de nous. Ils devraient probablement devenir plus plats en allant vers le sud, si cette relation existe. Alors, je suis allée sur Google. J'ai commencé à chercher. Quelle est la hauteur des arcs-en-ciel en Alaska? Les arcs-en-ciel au Canada? J'ai juste commencé à compiler des photos. Je devenais dingue en faisant ça. Et pendant que je faisais ça,
J'ai commencé à trouver des anomalies qui correspondent au modèle biblique de la Terre, des choses qui ne devraient pas arriver sur un globe. Ils devraient avoir exactement la même taille au nord qu'au sud, mais ce n'est pas le cas. Encore et encore. Ils deviennent de plus en plus petits à mesure qu'on descend vers le sud. Je veux dire, je ne fais même pas preuve de partialité. Je compile simplement des photos normales. Celui en Australie, qui est la partie la plus au sud de l'Australie. Si vous allez dans la partie la plus au nord, ils sont en fait plus grands dans les parties nord de l'Australie aussi. L'Australie est assez grande. Et j'ai trouvé cela extrêmement fascinant. L'arc-en-ciel le plus petit que j'ai jamais vu était en Antarctique. Vraiment très cool. Il y a donc beaucoup de choses uniques à propos de notre firmament. Nous ne pouvons pas le mesurer. La Bible nous le dit, Jérémie 31. Ainsi parle Yahuwah. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la descendance d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait. Mais avec le modèle du globe, ils ont ces mesures. Il y a souvent beaucoup de triple 6 dans leurs données, mais ils ont des mesures. Ils savent ce qu'il y a en dessous de nous, ils savent jusqu'où on peut aller. Ils ne sont descendus qu'à environ 11 km, mais ils savent ce qu'il y a dessous. Un noyau en fusion, un magma magnétique qui n'existe dans aucun laboratoire. Mais vous ne pouvez pas avoir quelque chose de surchauffé qui conserve son magnétisme. Et ces cieux, notre Père les recouvre d'obscurité comme un sac. C'est écrit ici dans Ésaïe. C'est pourquoi lorsque vous dépassez cette air dense, ce gaz néon, cette air bleue, vous voyez l'obscurité pendant la journée. C'est comme un miroir sans teint. Et c'est comme ça pour une raison. Si on pouvait simplement lever les yeux et voir cela comme le plafond d'une grande cathédrale, ce serait différent, vous savez. Mais il sait comment modéliser sa création, comment la faire fonctionner comme elle le fait. Et cette couverture noire, quand c'est la nuit, et lorsqu'il y a des éclairs sprites, vous pouvez la voir. C'est directement tiré du livre d'Enoch. Vous pouvez le lire vous-même ici. Cela parle d'un phénomène qu'il a observé, un phénomène que je pensais être de la science-fiction. Je vais vous montrer comment cela prouve qu'il y a une barrière au-dessus de nous. Simple, très très simple. Ce phénomène connu sous le nom de sprite d'éclair, nous en avons beaucoup parlé dans le passé, et les images uniques de cela ont été capturées par NOVA, qui montrent des vagues se déplaçant à travers le firmament. Des images vraiment incroyables. Nous avons cela dans notre playlist sur le firmament. Vous pouvez les consulter. Mais bien sûr, les images ont été supprimées. Cependant, il reste des photos. Il y a des mesures terrestres, des compréhensions terrestres à ce sujet. Et même avec leurs mesures et estimations terrestres, ces phénomènes contiennent des milliards de volts d'électricité. Des événements de plasma qui se produisent au-dessus de nous. Des événements plasma. Des phénomènes qui se situent à plusieurs kilomètres de haut, à 100 kilomètres ou plus. Je ne sais pas jusqu'à quelle hauteur ils montent, mais ils sont vraiment élevés, vraiment gigantesques. Si, disons, ils se trouvent à 100 kilomètres d'altitude, cela signifie qu'ils mesurent entre 100 et 160 kilomètres de large. Ils dépassent largement la taille de l'Everest. L'Everest ressemblerait à un caillou. Si vous lanciez l'Everest là-haut, il ressemblerait à un petit galet. Ces phénomènes sont puissants. Ils sont énormes, mais très rapides. Ils n'ont été capturés pour la première fois qu'à la fin des années 80, je crois, car ils sont vraiment rapides. Ce serait comme essayer de prendre en photo un flash d'appareil photo. Ils sont très rapides et disparaissent immédiatement. Vous devez être hautement qualifié pour les capturer. Ou simplement filmer une vidéo et ralentir les images. Mais ces phénomènes se produisent au-dessus des nuages. Vous pouvez voir les nuages qui flottent à environ 4 km d'altitude, et bien au-dessus se trouvent ces éclairs sprites. Comme je l'ai dit, ce sont des événements de plasma. Vous pouvez reproduire cela dans un système fermé en utilisant une lampe plasma. Ces lampes plasma étaient très populaires quand j'étais enfant, tout le monde en avait. Elles étaient vraiment géniales, elles le sont toujours. Mais faites attention, elles dégagent beaucoup d'énergie. Ne les mettez pas près d'appareils électroniques. J'ai failli casser mon micro en essayant de faire une démonstration. Ces choses sont puissantes. Vous pouvez prendre une ampoule à économie d'énergie, la rapprocher, et elle s'allumera, car ces lampes dégagent de l'énergie. Même si elles sont recouvertes d'une barrière en verre isolante, elles dégagent toujours de l'énergie. Et vous pouvez interagir avec elles en les touchant. Lorsque vous touchez le dessus, cela crée un éclair. Dans le livre d'Enoch, souvenez-vous de ce passage qui dit que certaines étoiles montent et deviennent des éclairs. Elles interagissent avec cette barrière, comme quelqu'un qui touche une lampe plasma. Ils sont responsables des éclairs qui explosent les arbres. C'est vraiment puissant. Et quand vous regardez les sprites sur les photos, ils ressemblent beaucoup aux lampes plasma en termes de couleurs. C'est clair que ce sont des événements plasma. Le problème, c'est qu'une lampe plasma ne fonctionne que lorsqu'il y a une barrière. Si vous retirez la barrière, vous n'aurez rien. Rien de spectaculaire ne se passe. Vous devez avoir une barrière pour produire ce phénomène en laboratoire. Vous devez avoir une barrière pour produire ce phénomène au-dessus de nous. Ce n'est pas l'ionosphère. Vous ne pouvez pas reproduire cela avec une simple bulle de gaz autour. Il faut que ce soit une barrière en verre. Cela a été prouvé encore et encore.
Il y a une vidéo réalisée par King of Random. Je ne savais même pas que ce gars était décédé. J'ai vu cette vidéo et tout le monde disait « Oh mon Dieu, repose en paix ». Mais avant de mourir, il a fait quelque chose qui prouve que ces lampes ne fonctionnent pas sans une barrière. Il a brisé la barrière et même si la lampe reçoit de l'énergie, il a prouvé qu'elle était alimentée. Sans la barrière, ça ne fonctionne pas. Donc les sprites, c'est vraiment fascinant. C'est un des phénomènes que vous pouvez reproduire. Très Real quick on rapidement, the plasma concernant le machine, it's plasma. like, it seems to be the Ce n'est pas un it's not sujet well souvent spoken of, it's discuté ni not abordé commonly en spoken science. of in science Le that plasma est en plasma quelque is sorte intégré kind dans of le like tissu de la integral réalité, to the fabric of reality, car il because tend à soutenir l'idée d'un because it lives univers in an electric électrique. universe, which Et les people who partisans du support modèle basé sur la gravité, gravitational-based même non models, newtonien, even an Einsteinian ne one, veulent pas they don't want accepter to un modèle accept an électrique de electrical la model création, of creation car cela because perturberait it leurs just disrupts subventions, n'est-ce pas? their Cela grants, perturberait right? It beaucoup de leurs disrupts a lot sources of de revenus. their money Mais en sources. So 80, basically, il y there was a avait un guy in homme, 1981 Hans who published a Alfvén, book, I think it was called The qui a Cosmic publié un Plasma, livre, je crois, and his qui name was s'appelait Hans Alfvén, Cosmic and he won the Plasma. Nobel Peace Il a Prize in remporté le physics, prix Nobel de and he physique. actually Il a talked expliqué about que le monde est the world is constitué like, à the 95% de plasma 95% en termes plasma as d'énergie, far as its d'électricité the et fabric of energy d'électromagnétisme. and electricity and electromagnetism. Mais son livre And a his été book was ignoré par ignored by toute the la entire communauté de la physics physique et de master's community. l'astrophysique. Même après Because avoir even though he remporté le already won prix the Nobel de physics Nobel Peace physique, ils Prize, ont refusé because they were just d'accepter like, ces they idées, couldn't de les accept it, they didn't intégrer want à to leurs équations et à enter leur the façon de equations into their penser. thought process. And so, Donc, je ne yeah, doute pas un instant I que ces wouldn't doubt sprites soient that absolument du the sprites plasma are en train de absolutely just jaillir. plasma shooting off. Nikola Tesla, que tout le monde connaît, semblait en savoir plus sur la réalité que beaucoup d'autres soi-disant génies. C'est lui qui a inventé la lampe plasma. Je ne le savais pas. C'est un peu comme un dispositif de type bobine Tesla. Ils disent que c'est lui qui l'a inventé. J'ai entendu ça dans une vidéo, alors je suis allée vérifier. Et je me suis dit, oh mon Dieu, il l'a vraiment fait. Je n'avais aucune idée de ce avec quoi je jouais. Je pensais que ce n'était qu'un gadget, mais maintenant je me dis, waouh, c'est autre chose. Une preuve du firmament. Et c'était une invention de Nikola Tesla. Vraiment fascinant. Et les choses concernant le firmament deviennent bibliques. Les gens qui cachent le firmament, c'est leur objectif principal. Il y a certaines organisations dont c'est toute la raison d'être. Quand nous étions enfants, on nous a forcés à ingurgiter des films. À l'école, le seul film qu'on nous laissait regarder, c'était Apollo 13. On avait rarement des journées cinéma. Et Apollo 13 faisait partie des exceptions. Ils nous l'ont montré, on l'a regardé. J'étais émotionnellement investie dans cette aventure. Même pour quelqu'un qui n'était pas encore né quand ces missions avaient lieu, j'étais captivée. Je ne savais pas qu'Apollo était un dieu solaire. Je ne savais pas que 11 des 12 personnes qui y sont allées faisaient partie de la même société secrète. Je ne savais rien de tout ça. Tout ce que je savais, c'était que le film était bon. Il semblait réel. Ils avaient failli mourir, et c'est comme ça que je savais que c'était réel, parce qu'ils avaient failli mourir. Si c'était mis en scène, tout aurait été parfait, tu sais. Alors oui, j'étais accro à ce genre de trucs à l'époque. Mais quand vous commencez à chercher la vérité sur ces choses, vous commencez à voir le côté sombre de ces corporations qui nomment chaque mission qu'elles réalisent d'après un faux dieu. Chacune d'entre elles, sans exception. Dès le tout début, leur première opération portait le nom de Mercure, celui qui guide les âmes vers les enfers. Pas celui qui vole au-dessus, hein. Non, celui qui emmène les gens dans le shéol. C'était leur divinité de prédilection, Mercure. Et ils avaient une croix inversée sur l'écusson qu'ils devaient porter. Si vous faisiez partie de cette mission, vous deviez porter ça, un peu comme Elon Musk et sa petite croix inversée. Mais la plupart d'entre vous connaissent déjà, je ne vais pas lire tout le verset. L'absinthe, dont il est question dans l'Apocalypse, décrit une étoile qui brûle, comme une lampe, et qui tombe dans les rivières. Que vous croyez ou non que ce soit littéral, c'est à vous de décider. Je parlais de tout ça, et j'ai décidé de chercher ce qu'est l'absinthe. Qu'est-ce que cette plante? Qu'est-ce qui la rend unique? J'ai découvert, bien sûr, elle est très amère, mais son nom scientifique est Artemisia absinthium. Et je me suis dit, tiens, ça me dit quelque chose, ça ressemble à Artémis. Alors j'ai cherché, et effectivement, le nom vient de la déesse grecque Artémis. Et là, je me suis dit, attendez une minute, l'absinthe. Son nom scientifique est Artémis, elle tombe dans l'eau. Ça me rappelle la nouvelle mission de la NASA. Leur divinité Artémis est là, en plein milieu. Ça ne s'invente pas. Elle tombe dans l'eau, comme ils le disent toujours, oh, amérissage réussi, vous savez. Et Artémis est la sœur d'Apollon. Elle est en fait une déesse lunaire. Donc la première fois qu'ils sont allés sur la Lune, ils ne se sont pas nommés d'après une divinité lunaire. Ils ont choisi un dieu solaire pour représenter leur voyage sur la Lune. Et vous ne les appelez pas simplement des astronautes. Tous les autres astronautes sont juste des astronautes. Mais quand vous parlez de ces gars-là, non. C'était des astronautes Apollo. Mais en réalité, c'était des astronautes du dieu solaire. Et ce n'est pas pour rien. Leur adoration du soleil n'a jamais disparu.
Elle est en plein essor aujourd'hui dans le monde. Et cela se voit clairement avec Artémis. Et ce n'est pas comme s'ils avaient inventé cette divinité qu'ils avaient décidé de l'adorer maintenant. Paul avait déjà affaire à des gens qui adoraient Artémis. La plupart de vos traductions l'appelleront Diane. Mais si vous allez voir ce mot, cliquez dessus. Dans Actes 19, 35 à 37, Paul accomplit toutes sortes de miracles. Il y a des conversions et un réveil spirituel, tout comme ce que nous vivons en ce moment. Des gens découvrent la vérité, ils disent « Waouh, regardez ça !» Mais dans leur ville, il y avait le temple d'Artémis à Éphèse, d'accord? Et le greffier de la ville apaise la foule et dit « Hommes éphésiens, quel est celui qui ignore que la ville d'Éphèse est la gardienne du temple de la grande Artémis et de sa statue, cette image qu'ils adoraient, tombée du ciel. » L'absinthe, wormwood, juste là, image. C'est ainsi qu'on a nommé l'absinthe, une divinité tombée du ciel. Intéressant. Puisque ces faits sont incontestables. Tiens, ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Ça sonne comme les debunkers, ceux qui tentent de discréditer la terre biblique. Puisque ces faits sont incontestables, cela ne fonctionne que sur le globe. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils parlaient à l'époque. Ces gens, sous influence démoniaque, perdaient leur travail, d'accord? Ils étaient fabricants d'idoles. Ils fabriquaient des idoles et gagnaient de l'argent. Les gens n'adorent plus leurs idoles. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Des corporations gagnent des milliards de dollars. Les gens ne se rendent plus dans ces lieux. Ils ne suivent plus les actualités. Ils se tournent vers ceux qui recherchent la vérité. Alors ils doivent leur servir des mensonges pendant qu'ils le peuvent pour ramener des gens à Babylone. Trop de gens en sortent. Et donc, ils sont en mode gestion de crise totale. C'est pour ça que des choses comme TFE étaient nécessaires. Voilà pourquoi vous ne voyez pas nos observations diffusées dans le monde entier. Et quelque chose comme ça, tous les médias se mettent à l'unisson en même temps. Mais ce genre de choses, chaque chaîne d'information en parle simultanément. Comment sont-elles toutes connectées et reçoivent-elles les informations? Parce qu'elles font toutes partie du même système médiatique Mockingbird. Et elles s'opposent à la vérité du Père. Le monde entier s'y oppose. Ces choses nous montrent que les puissances en place, celles qui ne devraient pas être, sont derrière ces fausses missions rendant hommage à leur divinité. C'est pour cela qu'ils l'ont appelée Artémis. C'est pour cela qu'ils utilisaient la capsule Orion. Orion, cette constellation d'après laquelle toutes ces statues de Baal sont modelées. Vous vous souvenez des commandements nous interdisant de faire des images taillées de ces choses dans les cieux? Ces lumières là-haut, c'est d'après elles que ces statues sont conçues. Ils façonnaient leurs statues et adoraient ces images taillées faites d'après des choses dans les cieux. Encore et encore, pas juste une fois, mais partout. Vous pouvez aller dans toutes ces cultures, même séparées par des milliards de kilomètres. Elles adorent toutes les mêmes divinités. Et oh, devinez quoi? C'est aussi le cas en Amérique. Main droite en l'air, pied gauche en avant. C'est comme s'ils faisaient la danse du hockey-pockey à l'époque. C'est juste sombre. Même leur logo Orion. Peux-tu revenir à la dernière diapositive? Ouais, ça me rappelle Austin Powers. C'est un homme, baby. Regarde le biceps de cette fille. Waouh, le même que son frère jumeau juste là, Satan. Et Hélios, détriplé en quelque sorte. Ouais, c'est si sombre que parfois c'est risible, mais ce n'est pas risible. Je veux dire, les gens croient vraiment à ça. Vous voyez encore des gens porter les logos, regardez ça. Regarde ça, juste ici. Orion, leur divinité avec le triple 6, conçu par un artiste de Star Trek. Oui, cet artiste travaille pour la NASA. Nous payons des artistes de Star Trek pour travailler pour la NASA. Et maintenant, on va parler un peu du firmament. Des choses sur le firmament qu'on ne m'a jamais enseigné. Probablement cachées pour une bonne raison. Mais vous savez tous, pour la plupart, ce qu'est une pluie de météores. Ces pluies, ces phénomènes. Ils n'ont pas de télescopes spatiaux là-bas qui scannent en disant « Oh, voilà, une pluie de météores arrive, les gars. Ça va se passer cette nuit. » Ces choses sont mathématiques. Le Père a placé les lumières dans le ciel pour des temps fixés. C'est ce qu'elles font. Des choses se produisent et parfois vous remarquez qu'à un moment fixé, vous vous dites « Waouh, on essaie de comprendre le calendrier et oh, regardez, une comète vient d'apparaître. » Vous voyez ce qui se passe? Peut-être que c'est une manière d'aider à ramener son peuple perdu dans la bonne direction grâce à ces lumières dans le firmament. Et ce qui est incroyable avec ces météores, c'est que vous ne les voyez jamais correspondre au modèle du globe. Vous ne les voyez jamais partir d'en bas, sous l'horizon, en allant vers le haut, comme si elles le devraient sur un globe qui se déplace à une vitesse de plusieurs centaines de milliers de kilomètres par heure dans une trajectoire spirale. Ces choses tombent généralement en ligne droite. Elles tombent presque toujours vers le bas, jamais vers le haut, pas une seule fois. Mais une chose qui m'a complètement bouleversée. Sean, tu en as peut-être entendu parler, je ne sais pas. Moi, je n'en avais jamais entendu parler avant il y a quelques semaines. En parlant de ces lumières dans le firmament et des météores, j'ai découvert qu'en 1833, oui, ce fameux nombre 33, je ne l'ai pas choisi, il était déjà là. En novembre, il parlait du firmament.
Je n'avais aucune idée de cela. C'est dans la Library of Congress et ça m'a poussé à creuser davantage. En 1833, voici un témoignage. Ils ont dit que le firmament dans les hauteurs était un éclat de feu et de lumière, un éclat uniforme. Pourquoi ont-ils dit ça? Laissez-moi revenir en arrière, je crois que j'ai manqué des détails ici, parce qu'environ 50 000 à 150 000 météores tombaient chaque heure. Wow. Pouvez-vous imaginer ça? 150 000 en une heure. Ça devient encore plus étrange, je vous le dis. Ça devient encore plus lié au firmament, faites-moi confiance. 150 000 par heure. Et ces gens observaient cela. Voici ce qui s'est passé. Imaginez si cela arrivait aujourd'hui. Je veux dire, c'est incroyable. À cette époque, il y avait le mouvement millérite. Il disait, dans les années 1820, « Eh, le monde va se terminer en 1843 ou 1840 quelque chose. » Et les gens étaient comme, « Oh mon Dieu, c'est vrai. » Et toute cette dénomination religieuse commençait à se former. Mais ce qui, je pense, a vraiment donné un coup d'accélérateur à tout cela, c'est cet événement précis. Parce qu'une fois qu'ils ont vu les étoiles tomber, 150 000 étoiles, pensez à ce que dit la Bible sur les étoiles qui tombent. Ils ont dit que le firmament dans les hauteurs était un éclat uniforme de feu, pas l'espace profond, le firmament dans les hauteurs, comme s'il avait une hauteur, était un éclat uniforme de feu et de lumière. Et ils ont dit qu'on aurait dit que chaque étoile dans le ciel tombait sur le sol et qu'ils étaient convaincus que le jour du jugement était arrivé. Il y avait de nombreux hommes mauvais à genoux cette nuit-là, priant le Seigneur et appelant d'autres à prier pour eux, des hommes qu'on n'avait jamais vus prier avant. Une telle confusion n'avait jamais été vue auparavant à Tazewell. Donc cela se passe dans le Tennessee, à seulement quelques heures au nord d'où je me trouve. Je me dis, waouh, les gens pensaient, c'est la fin. Pourquoi est-ce significatif? Pourquoi cette période? Pourquoi 1833 est-elle une année importante? Que se passait-il? Je ne suis pas un historien. Pourquoi ces hommes mauvais ont-ils attendu si longtemps? Oui, pourquoi ont-ils attendu jusqu'à ce moment-là pour prier? Et le moment est significatif. Je pense que 1833 est vraiment important. Mais regardez les illustrations. J'ai commencé à trouver des illustrations pas si longtemps après avoir étudié cela. J'ai commencé à m'y intéresser après avoir donné une leçon et inclus ce sujet. Et je me suis dit, pourquoi ne pas chercher davantage? D'autres personnes ont sûrement vu cela. Et voilà, des gens du monde entier avaient dessiné la même chose. Ils dessinaient une sorte de forme de dôme avec ces phénomènes venant d'un point central, avec une étoile brillante au milieu. Et même des gens qui ne s'étaient jamais rencontrés faisaient le même dessin. Je me suis dit, c'est étrange, pourquoi feraient-ils ça? Pourquoi leurs dessins se ressemblent-ils exactement partout? Même à Niagara Falls, encore plus au nord, ils voyaient la même chose. L'un des astronomes, Denison Olmsted, pensait que les météores provenaient, c'est son opinion, basée sur les témoignages des gens qu'il a interrogés, d'un point dans la constellation du Lion. Il pensait qu'ils venaient tous de la même constellation, du même endroit, et qu'ils s'éloignaient dans toutes les directions. Cela ne correspond pas au modèle du globe. Selon le modèle du globe, nous sommes sur une boule qui vole à travers ces choses. Elles ne peuvent pas rayonner depuis un point précis de cette manière. Et ces phénomènes, on dirait une grande pomme de douche qui pulvérise dans toutes les directions, en tombant vers le bas. Cela ne correspond pas aux trajectoires du globe, d'après moi. Penses-tu, Sean, que ça ressemble à des rochers spatiaux qui nous percutent et qui traversent simplement comme si de rien n'était? Pour moi, on dirait que ça tombe depuis au-dessus. Et bizarrement, on n'a jamais vu de pluie de météores qui partent depuis la surface de la Terre en montant vers le haut. Oui, c'est toujours depuis la perspective où on les voit descendre. Si on était sur une boule qui tourne, on penserait qu'à un moment donné, on verrait des météores venant du sol vers le haut, car ils arriveraient vers nous à un angle pendant que nous tournons vers eux. Mais ça n'arrive jamais comme ça. Ça vient toujours directement du dessus, en train de descendre. Ça doit être dû à la réfraction, bien sûr. Ça doit être ça. La réfraction, à 100% du temps, à chaque fois. Voici un autre dessin, celui date de 1868. J'ai vu ces trajectoires partir dans différentes directions et je me suis dit, c'est bizarre parce que cet astronome a peint celui-ci. Et je n'avais jamais entendu parler de cette pluie de météores non plus. Des choses uniques. Tout le monde donnait le même témoignage. Cela m'a rappelé ce verset. Il me vient toujours à l'esprit quand on parle des étoiles qui tombent. Je suis presque sûre que c'est Matthieu 24 qui me vient en tête, où il est dit « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. » Donc, les gens, c'était pendant une nouvelle lune. Ils ne voyaient pas la lune quand cela s'est produit. C'était en fait pendant une nouvelle lune. Donc ils se disaient « La lune est obscure, où est la lune? Les étoiles tombent. Oh non, vous voyez ce que je veux dire? » La tribulation de ces jours-là. Il y avait de la tribulation en cours. Je n'avais pas réalisé que les Inquisitions, devinez quand elles ont pris fin, en 1834. Les Inquisitions, où des gens comme Sean et moi aurions été massacrés pour avoir gardé le sabbat, pour avoir judaïsé. Vous savez, nous aurions été excommuniés. Ces choses étaient importantes. Ils auraient essayé. Ouais. Garde ça à portée de main.
Ouais, je sais, il faut que je garde la mienne à portée Christ said, aussi. "Get a Le Messie a sword," dit, prenez une épée, vous savez. Vendez votre manteau et achetez une épée. Yeah. Maintenant, on comprend pourquoi. Parce que ces choses arrivaient. Ils tuaient littéralement des gens pour avoir gardé le sabbat, pour s'être reposés un certain jour. Vous savez, ça devait être le vénérable jour du soleil. Et donc c'était en 1834. J'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de choses significatives à ce moment-là. Comme si ce n'était pas après la tribulation, mais plutôt en plein milieu de tout ça que les événements se produisaient. Et il y avait un bouleversement majeur, un éveil, des divisions, des religions, des dénominations. La vérité était découpée, tout comme elle l'est maintenant. Et je pense que c'est en quelque sorte un avant-goût prophétique, que les choses vont devenir sérieuses et que ça va se reproduire. Mais je pense que la prochaine fois pourrait bien être la dernière fois que nous verrons quelque chose de similaire. Ne tardez pas à attendre que les étoiles commencent à tomber pour vous mettre à genoux. Nous avons tous l'opportunité, dès maintenant, de connaître le Créateur aimant et son firmament, qui va se fendre comme un rouleau, comme le disent deux témoins dans la parole, Ésaïe et Jean, qui nous annoncent que cela va arriver. Ça va se fendre comme un rouleau. C'est à ce moment-là que les choses deviendront vraiment sérieuses. Ce sera malheureusement la dernière observation pour certains trompeurs. Mais une chose que je voulais partager, c'est que j'ai mentionné l'autre jour quand j'avais Mike avec moi. Tu te rappelles qu'il montrait une image ou une vidéo comme un homme filmant une éclipse de type sélénélion? Une éclipse où le soleil et la lune sont tous les deux visibles en même temps. Ils appellent ça une éclipse lunaire. J'ai découvert que lunaire vient d'une divinité appelée Luna, donc je déteste utiliser le mot lunaire. Mais une éclipse de lune où la lune est au-dessus de l'horizon et le soleil aussi, et où parfois l'ombre peut se trouver au sommet de la lune. Cela rejoint notre leçon sur les phases de la Lune, où nous utilisons le livre d'Enoch comme manuel pour comprendre les véritables mathématiques derrière la Lune, comment elle fonctionne, comment elle reçoit la lumière, comment elle transmet la lumière. Tout ce qu'elle fait en fonction de son design, tel que notre Père l'a programmé. Le Maître créateur a conçu tout cela avec précision. Cette Lune fait des choses uniques, tout comme le Soleil. L'une de ces choses, c'est que cette éclipse est utilisée pour prouver le modèle du globe en disant que c'est une ombre de globe. Mais on peut facilement utiliser cet événement pour prouver que ce n'est pas le cas. Parce que l'ombre dans leur modèle devrait se trouver en bas de la Lune. Ils disent « Oh, la Lune est réfractée ». Et même sur Google Images, quand tu fais une recherche, tu trouves des arguments pour discréditer la Terre plane au lieu d'une définition claire de ce qu'est une éclipse sélénélion. Sur Wikipédia aussi, quand tu cherches, tu tombes directement sur une version débunkée, mais jamais sur l'ombre elle-même. Ils ne montrent jamais l'ombre, parce que c'est elle qui met à mal leur théorie. Ce n'est pas une Terre globe qui passe entre la Lune et le Soleil. Et on peut facilement prouver que cette ombre ne va pas sauter au sommet de la Lune. Et ils nous disent « Oh non, c'est réfracté vers le haut depuis l'autre côté du globe ». Donc en fait, ils disent que la réfraction fait remonter l'ombre tout en haut depuis l'autre côté, ce qui signifie qu'elle devrait apparaître à l'envers. Parce qu'ils nous disent que les gens qui sont censés être à l'envers sur l'autre côté la voient également à l'envers. Alors pourquoi, quand cette ombre remonte tout en haut, elle ne reste pas à l'envers? Elle saurait automatiquement comment se remettre à l'endroit grâce à la réfraction. Donc la réfraction est magique à ce point-là. Non seulement elle peut inverser les choses, mais aussi les remettre à l'endroit. Mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que notre Père a placé ses lumières dans le firmament. Et si une ombre ou quoi que ce soit d'autre se produit avec ces lumières, c'est parce qu'elles sont dans le firmament. Elles suivent des trajectoires prescrites, elles bougent comme elles sont censées bouger. Même le livre d'Enoch utilise le mot orbite, je ne sais pas quel est le mot original. Mais l'humanité a détourné ce mot pour l'utiliser dans leur modèle du Dieu Soleil. Un modèle démontrablement faux à bien des égards. Et même le mot sélénélion, devinez quoi, son préfixe vient du mot lune. Et bien sûr, Hélios n'est jamais loin. Le modèle héliocentrique, le système solaire nommé d'après le dieu soleil Sol. À l'époque, ils ne donnaient même pas de crédit au globe, mais à leur dieu soleil pour provoquer cela. C'était appelé éclipse lunaire Hélios. Maintenant, on l'appelle éclipse sélénélion, ce qui dissimule le nom d'Hélios en le translittérant juste assez pour qu'on ne le remarque pas. On pense simplement que c'est un mot étrange. Mais non, tout ça, c'est du paganisme. Yeah, I've actually got some old En paper, fait, j'ai some trouvé old des anciens journaux headlines, avec des petits titres sur les sélénélions, and one's from October 5th, dont un datant du 5 octobre 2014. Le titre disait « Une éclipse lunaire totale mercredi sera une sélénélion rare ». Et puis l'autre article, daté du 7 décembre 2011, ça parlait de ça, disant « L'éclipse lunaire de samedi sera considérée comme une vision impossible ». C'est comme ça qu'ils ont introduit l'idée du sélénélion dans les publications grand public, lorsqu'ils en ont parlé dans les médias en 2011-2014. Rare et impossible.
Impossible, oui, c'était en 2014, lorsque cette photo en haut à droite a été prise, montrant l'ombre au sommet du globe. Et dans la vidéo que je regardais avec Mike, il montrait cela. Je n'avais pas vu la vidéo depuis quelques années. Le gars expliquait et observait les deux lumières. Il disait, donc le soleil est ici. Et il essayait d'expliquer, et il disait, et l'ombre au sommet de la lune, et c'est... Et tu pouvais le voir essayer de faire des acrobaties mentales. Sympa, il était juste là, genre, et c'est réfracté en dessous, et il a littéralement inventé un truc sur le moment. Mais tu ne peux pas projeter l'ombre là-haut, ce doit être autre chose. Ça ne peut pas être le globe, impossible. Même les éclipses lunaires normales, pas seulement les sélénélions, surviennent lorsque le Soleil et la Lune sont tous deux au-dessus de l'horizon terrestre. Et c'est ce qui rend la chose tellement impossible. Mais même pour les éclipses lunaires classiques, souvent l'ombre n'est pas l'endroit où elle devrait se trouver, selon la rotation du Soleil dans le modèle héliocentrique. Je me souviens qu'en 2016, certaines personnes que je connaissais, qui étaient passionnées d'astronomie, avaient leur propre télescope et prévoyaient d'observer l'éclipse lunaire cette année-là. Je leur ai envoyé un texto disant, et j'étais genre, parce que j'étais déjà dans la cosmologie biblique à ce moment-là, et je regardais en pensant, oh, waouh, c'est flagrant, l'endroit où commence l'ombrage de la Lune n'est pas celui où il devrait se produire. Donc je lui ai dit, mec, tu observes ça en ce moment, non? Tu as ton télescope prêt? Et il a répondu, oui, on est tous ici sur une colline. C'est incroyable, c'est tellement beau. Et moi, ouais, je veux juste que tu réfléchisses pendant les 20 prochaines minutes alors que tu regardes ça au fait que cela vient du mauvais angle. Il était tellement énervé. Il ne voulait plus que je lui parle. J'étais genre le méchant qui passe dans les couloirs à éclater les ballons des enfants. Mais bon. C'est visible et tout le monde peut le remarquer, peu importe où on se trouve sur Terre. Il y a des problèmes avec les éclipses lunaires, des problèmes majeurs. Oui, et nous, on n'est pas forcément visuels. La plupart d'entre nous, regardons juste les lumières dans le ciel. On ne réfléchit pas à comment leur modèle fonctionne. On se dit juste, oh, ils m'ont dit que ça allait arriver, et comme ils croient au globe, ça doit être lié au globe. Mais quand vous le testez, c'est un phénomène lié au firmament. Il n'y a pas moyen de contourner ça. Et donc, il y a des gens dans le chat en direct qui demandent, mais alors, qu'est-ce qui cause réellement l'éclipse lunaire? Tu as des idées? Oui, j'ai en fait travaillé dessus un peu comme Johan V ici, mais j'ai commencé à faire des choses comme ça. Vous pouvez prendre un objet sphérique. J'aimerais en avoir un là, mais par exemple, les ombres ont l'air planes. Quand vous utilisez un objet sphérique devant une autre sphère, vous pouvez faire cette expérience. Prenez une lampe et deux objets sphériques. Regardez l'ombre. Elle ressemble à une ombre plane. Cela ne ressemble jamais à ce qu'on voit sur la Lune, où la Lune semble plutôt ronde. Et j'avais un petit aquarium où je faisais des expériences visuelles en essayant de voir, vous savez, s'il y a des eaux au-dessus d'une certaine couche et peut-être une autre couche au-dessus de celle-ci. Je ne sais pas exactement comment le firmament est construit. Je sais juste qu'il y a plusieurs couches, qu'il y a des portails par lesquels le Soleil passe. Et ces portails pourraient correspondre au fait que le Soleil passe d'une barrière à une autre, vous voyez? Je sais que le Soleil semble parfois plus éloigné que la Lune. Et je sais que cela cause les phases. Vous pouvez modéliser les phases facilement. Et prenez une surface plane d'eau, un objet sphérique et une source lumineuse, puis faites briller la lumière au-dessus et en dessous de l'eau, et cela éclipsera cette lune. Et cela ressemble exactement à l'éclipse quand je le fais. Et cela avec l'eau. Je suis sûre qu'il y a une couche du firmament qui pourrait éventuellement en être la cause, mais je n'ai pas le budget de la NASA. Tu parles de l'eau que le firmament soutient? Eh bien, s'il y a une couche fluide ou une sorte de... Parce que quand vous regardez les sprites, les éclairs de haute altitude, il y a comme une propriété fluide en dessous. Je ne sais pas si c'est une barrière énergétique ou quoi. Je suppose le firmament solide et fort, qui contient et à travers lequel on ne peut pas passer. Cela semble avoir des propriétés fluides là-haut. Je ne sais pas si ce sont des gaz ou... Oui, ce serait une collection de gaz à des températures super froides, comme l'hydrogène ou quelque chose comme ça. Il y a beaucoup de possibilités. Mais il y a des propriétés fluides là-haut. Et donc, si vous prenez quelque chose de fluide, comme l'eau ou un matériau similaire, et que vous faites passer la lumière au-dessus et en dessous, cela crée une ombre. Vous n'avez même pas besoin d'un objet solide pour projeter une ombre. Si un insecte marche sur l'eau avec des pattes écartées et que la lumière du soleil brille à travers, cela crée de petits cercles noirs. Vous pouvez obscurcir quelque chose sans utiliser d'objet solide. Mais même les photographes professionnels, lorsqu'ils essayent de photographier la lune éclipsée qui devient rouge, disent que c'est à cause de la réfraction de la lumière à travers une couche d'atmosphère aussi fine qu'une feuille de papier sur un ballon de plage.
Imaginez une couche aussi fine qu'une feuille de papier sur ce ballon, et la lumière qui passe à travers se réfracte et produit toutes ces différentes couleurs qui fait que nous pouvons prédire des années à l'avance. Ils peuvent dire « nous aurons une lune bleue, une lune rouge », des années à l'avance. Mais l'idée de lentilles atmosphériques, c'est absurde. Même avec des photographes professionnels, avec des photos en haute définition, vous ne pouvez jamais obtenir une image claire. C'est toujours flou. Ils se demandent pourquoi est-ce toujours flou? J'ai ajusté tous mes réglages, ma mise au point est bonne, mon exposition est parfaite. C'est toujours flou parce qu'il y a quelque chose qui interfère. Comme si ça projetait une ombre vraiment épaisse dessus. Je ne sais pas, il se passe quelque chose qui fait que quand la lune devient rouge, vous ne pouvez pas obtenir une photo nette. Ça paraît flou, comme s'il y avait quelque chose sur votre lentille, comme une impression différente. C'est une propriété unique. Je ne sais pas s'il existe quelque chose de similaire. Normalement, vous pouvez surexposer votre appareil photo, le régler pour prendre une photo de 30 secondes et ainsi absorber plus de lumière. Je l'ai fait et c'est toujours flou. Ça paraît vraiment rouge et très lumineux. Mais oui, c'est unique. Donc je vais continuer à modéliser ça. J'essaie de travailler dessus pour nos cours. Je veux que nos gars s'investissent à modéliser ces phénomènes. Parce que ce que j'ai fait avec une simple lampe de torche et un aquarium reproduit une éclipse lunaire bien mieux que le modèle du dieu soleil. Parce que le modèle du dieu soleil ne peut pas expliquer ses propres éclipses, comme l'éclipse sélénélion où l'ombre se trouve sur le haut de la lune. Mais avec le firmament, vous pouvez le modéliser et le démontrer très facilement. Parce que c'est une barrière. Vous avez deux lumières, elles sont de part et d'autre du ciel lorsque cela se produit, et c'est toujours une pleine lune. Et Enoch dit que lors des pleines lunes, elles sont sur des côtés opposés du firmament, quand la lune reçoit toute sa lumière. Et donc, c'est à ce moment-là que ça se produit, quand ces lumières sont au plus éloignées l'une de l'autre. C'est là qu'une barrière pourrait passer entre elles, ou une partie d'une barrière. Josh, rapidement, merci à Lego Z1 pour le super chat, je l'apprécie beaucoup. Mais c'est Mike. Il dit tellement reconnaissant pour vous, frère. Bénédiction en Mashiach, votre vieil ami Mike de Flat Earth Archive. Ouais, merci d'être là, frère. On parlait justement de toi. Beaucoup de ce que je partage sur cette éclipse vient de lui. Il est venu, il nous a donné une leçon. Il nous a appris des choses. C'est un super frère, vraiment humble, en quête de vérité. Allez voir Flat Earth Archive sur Facebook. C'est du très bon travail. Et maintenant, une autre chose de la science de la Terre. C'est là où ça devient intéressant. Tout cela ne fonctionne que sur une Terre biblique, à mon avis. Il n'y a aucune excuse basée sur le modèle du globe. Et j'aime ce genre de preuves. Quand on parlait des vols en Antarctique, j'en discutais avec Dave Weiss l'autre jour, et il disait « Tout le monde perd la tête avec cette histoire de TFE ». Et il ajoutait « C'est juste triste, sombre, tu sais ». Il racontait qu'il regardait les avions voler à une altitude si basse qu'il a demandé pourquoi. On lui a répondu « Oh, eh bien, on regardait les montagnes ». Pendant cette conversation, je suis allée sur mon ordinateur pour vérifier. Je voulais savoir à quelle altitude volent les avions en Antarctique. Juste une pensée qui émergeait dans ma tête, alors je me suis mise à chercher. Eh bien, dans l'Antarctique au nord, où le firmament pourrait être plus élevé s'il est tendu comme une tente, les avions volent à environ 29 000 pieds, 8 800 mètres. J'ai cherché pour l'Antarctique, ils volent à environ 10 000 pieds, 3 000 mètres. C'est une énorme différence. C'est plus de 5 km de différence en altitude, ou genre 5 km 5 de différence en altitude. J'ai lu les manuels de vol. Je ne voulais pas seulement me baser sur une recherche Google avec l'IA qui s'immisce et peut fausser les choses. Alors j'ai vérifié. Tous leurs manuels disent la même chose et Google donne la version basique. Aucune compagnie aérienne n'opère actuellement de vol traversant directement l'Antarctique. Personne ne l'a jamais fait. Quand vous observez une circumnavigation, ils prennent toujours des virages complets à droite ou à gauche à chaque fois. Ils ne vont jamais en ligne droite. C'est toujours un tracé en carré ou en cercle. Lorsqu'ils atteignent le pôle sud, ils disent « Ok, on y arrive, tournez à droite ». Jamais tout droit. Et c'est très révélateur, car ils ne peuvent pas le faire sur le modèle de la Terre biblique. J'ai commencé à creuser la question, et en lisant, voici ce que j'ai trouvé. Il est écrit qu'à l'approche de l'Antarctique, l'altitude de l'avion descend de 30 000 pieds, 9 100 mètres, à environ 17 000 pieds, 5 200 mètres. Cependant, en raison de la dérive du pôle magnétique terrestre, le pôle sud magnétique ne se trouve plus au-dessus du continent antarctique. C'est fou! Imaginez ça. Et puis il est aussi précisé que les vols directs vers la station McMurdo ou base Scott doivent être évités, pas de survol possible, sauf en cas de nécessité. Les avions à voilure fixe qui survolent la station McMurdo ou la base Scott doivent maintenir une altitude de 1500 pieds, 450 mètres, au-dessus du sol. C'est rien du tout. Oui, ils volent vraiment très très bas, et ça descend encore plus bas. J'essaye de trouver une excuse pour le modèle du globe. Je me dis, ok, peut-être qu'il y a une raison.
Peut-être qu'il y a des cristaux de glace dans les nuages qui pourraient les endommager, je ne sais pas. Mais en règle générale, il est dit que les avions doivent éviter de déranger les concentrations d'oiseaux. Ils ne font pas ça ailleurs. Il n'y a pas de concentration d'oiseaux au pôle sud. Oui, il n'y en a aucune. C'est ce qu'ils nous ont dit en y allant. Ils disaient, il n'y a pas de vie ici, rien du tout. Je n'ai vu aucun oiseau. Mais ils ne veulent pas les déranger. Et devinez quoi? Ils vont voler à 500 pieds, 150 mètres, d'altitude. Les oiseaux volent plus bas, près du sol. À part des aigles, peut-être quelques autres espèces capables de voler jusqu'à 16 km d'altitude. Je ne me souviens plus du nom de l'oiseau en question. Mais en général, les oiseaux volent autour de 1500 pieds, 450 mètres, s'ils montent même aussi haut. Ils ne volent pas très haut. Oui, et puis les manchots ne volent pas non plus. Alors pourquoi s'inquiéter des oiseaux s'il n'y en a pas qui volent? C'est complètement absurde. Alors, c'est là que la science de la Terre biblique devient intéressante. Car j'ai trouvé cette note. Elle dit que lorsqu'on utilise un altimètre qui indique l'altitude, si l'on règle la pression sur 29,92 dans les zones de basse pression, l'altitude réelle peut être inférieure à celle indiquée. En raison du manque de réglage d'altimètre disponible et des pressions extrêmement basses au-dessus du continent antarctique, un ajustement pourrait être nécessaire. Donc une pression atmosphérique extrêmement basse. Je me suis dit, ok, l'élévation est peut-être plus haute, mais les avions volent bien plus haut que les montagnes et ils n'ont jamais besoin d'ajuster pour une basse pression. Alors pourquoi la pression atmosphérique serait-elle aussi basse en Antarctique? Et si elle est basse en Antarctique, est-ce pareil au nord? Est-ce pareil en Arctique? J'ai donc regardé une carte de la pression atmosphérique dans le monde. On voit une pression basse tout en bas dans la zone antarctique. Et en remontant vers le nord, elle augmente. C'est ainsi que fonctionne la pression atmosphérique. Quand vous avez une pression plus élevée, c'est qu'il y a plus d'air au-dessus de votre tête. Plus d'air au-dessus signifie plus de pression. Si votre plafond est plus haut, vous avez plus d'air au-dessus. Mais si le plafond est plus proche du sol, il y en a moins. C'est presque comme s'il y avait une pente de firmament dont le plafond devient de plus en plus bas à mesure qu'on s'approche de la périphérie du cercle de la Terre. Run Boston Bear, merci beaucoup pour le super chat. Super conversation les gars, j'apprécie tout ce que vous faites pour le royaume. Gloire à Ya. Ouais, toi aussi frère, toi aussi. Continue à courir. Il va bientôt courir en Antarctique, je crois. Phénoménal, ça ressemble à un vrai défi. Mais rapidement, à propos des oiseaux, ça me fait réfléchir. Tout le monde sait que les oiseaux migrent vers les climats plus chauds en hiver, n'est-ce pas? Ils ont donc cette capacité instinctive incroyable de parcourir de très longues distances pour ça. Alors pourquoi des oiseaux traîneraient-ils en Antarctique, là où il fait froid, à l'encontre de leur instinct naturel? Il n'y a ni graines, ni vers, ni arbres, ni feuilles, rien pour se nourrir et survivre. Pourquoi voleraient-ils au-dessus de cette supposée immense zone de l'Antarctique pour risquer de se faire heurter par des avions? Ça n'a absolument aucun sens. C'est un désert, c'est ce qu'ils disent. Un désert enneigé, couvert de neige en permanence. Il n'y a pas de vie. Je n'ai vu aucun oiseau dans leur voyage. On devrait regarder des images de l'Antarctique et voir si on aperçoit des oiseaux volant au-dessus quand les avions y atterrissent. Enfin, sauf l'amiral Byrd. En fait, j'ai vu une vidéo de 1956 recolorisée où il descendait là-bas en été. Et il parle d'un soleil de 24 heures. Ouais, j'ai entendu ça aussi. C'est intéressant. Mais c'est le seul Byrd, jeu de mots avec bird, oiseau, que je connais et qui est essayé de traîner en Antarctique. Espérons que son esprit vole toujours haut. Tous ceux qui se sont écrasés contre le firmament. Il devrait y avoir de petits mémoriaux comme sur le bord des routes, peut-être avec de petits drapeaux plantés là où ils ont disparu. Et Josh, une histoire folle. Je ne l'ai jamais terminée parce que j'ai commencé à travailler sur ma série Days of Noah. Mais il y a des années, j'ai commencé un livre. J'ai écrit environ 5 chapitres. Toute l'histoire est dans ma tête et je n'ai juste pas encore terminé. Mais je vais le finir après Days of Noah. Ça s'appelle Satellite. C'est une histoire fictive sur des chercheurs dans une base en Antarctique. L'armée envoie une équipe pour enquêter sur un supposé météore tombé à une dizaine de kilomètres de la base. Ils prennent un véhicule d'expédition et vont voir ce que c'est, dans l'idée de le ramener pour l'étudier. Mais quand ils le rapportent et que la glace fond dans leur hangar, ils réalisent que ce n'est pas un météore, c'est en fait un satellite, et couvert de hiéroglyphes égyptiens. Les chercheurs commencent alors à essayer de comprendre comment l'activer. Pourquoi n'est-il pas endommagé? Pourtant, ils l'ont clairement vu tomber du ciel.
Et en récupérant les données, ils réalisent que ce satellite est là-haut depuis 5000 ans. Mais une tempête survient et les coince sur place pendant 3 jours, avant que le continent principal ne puisse envoyer une équipe pour confisquer l'objet. Ils ont donc 3 jours pour percer son mystère et extraire un maximum d'informations avant qu'il ne leur soit enlevé. Et cela les guide à travers un récit biblique, car ils observent en prenant de la hauteur les changements de culture et de nation. C'est un concept très intéressant. Mais oui, ça s'appelle satellite. Et bien sûr, ils découvrent que ce satellite était verrouillé quantiquement et magnétiquement au firmament depuis tout ce temps. C'est ainsi qu'il est resté là-haut pendant des millénaires. Puis soudainement, il est enfin tombé et ils commencent à comprendre. Donc à l'avenir, je pourrais terminer ce livre chrétien de fiction, qui est en quelque sorte un livre de terre plane. C'est génial, c'est une excellente manière de l'introduire, j'aime beaucoup. Parce que oui, clairement, c'est là-haut. Les avions ne tiennent pas compte de la courbure du sol, mais ils prennent en compte une courbure au-dessus d'eux. C'est la première fois que je les vois réellement considérer une courbure ainsi que des variations de pression atmosphérique. Ça date d'aujourd'hui. Heureusement, on a déjà étudié une unité sur la pression atmosphérique. Et parfois, tu remarques des choses et tu te dis « Attends une minute, il faut que je creuse ça ». La pression de l'air, c'est bizarre, parce que la science, quand tu l'enseignes, ne semble souvent pas avoir de sens. C'est comme, les gars, l'air chaud monte, tout le monde est d'accord. Ok, maintenant, plus on monte dans l'air, que se passe-t-il? Ça devient plus chaud? Non, tu es stupide, ça devient plus froid. Tout semble si étrange et inversé. Mais quand tu commences à l'étudier avec la perspective que nous avons un créateur intelligent, tout devient logique. Il savait combien d'air sa création allait avoir besoin. L'air se répartit en couches selon sa densité. Et tu entends souvent les terraplanistes parler de flottabilité et de densité. Je n'avais pas réalisé jusqu'à ce que je commence à y réfléchir. Sous l'angle du créateur, il savait exactement ce dont ces créatures allaient avoir besoin pour respirer. Cet air a dû être conçu avec une densité spécifique pour qu'il s'empile exactement là où nous en avons besoin. Ainsi, quand on monte au sommet des plus hautes montagnes, il est là. Quand on descend dans les profondeurs les plus basses accessibles, il est là aussi. Il ne va pas beaucoup plus haut ni beaucoup plus bas. Dès qu'on descend trop bas, on commence à rencontrer des gaz étranges, les gens meurent. Par exemple, le sulfure hexafluoride, l'hexafluorure de soufre. Il reste tout en bas, car il se stabilise là où il doit être. Tandis que l'hélium, lui, monte. Si tu prends un ballon d'hélium et que tu le mets dans une chambre à vide, que se passe-t-il? Il se comporte comme toi dans une piscine. Il flotte tant qu'il y a un fluide moins dense sous lui. Mais dès qu'on enlève l'air de la chambre à vide, le ballon tombe. Il se dilate aussi, mais il tombe directement au sol. C'est exactement la raison pour laquelle nos ballons ne montent pas indéfiniment. Ils vont jusqu'à la limite supérieure de notre piscine d'air, entre guillemets. Une fois qu'ils atteignent le sommet, ils stagnent. Et tu sais jusqu'à quelle altitude ils montent? C'est drôle. 33,3333 miles. Bien sûr, il fallait qu'ils insèrent ce chiffre-là. Mais c'est la hauteur maximale qu'un ballon a atteinte, du moins la dernière fois que j'ai vérifié. Mais l'occultisme n'a pas d'autre chiffre qu'ils considèrent comme important. Ils usent juste celui-ci jusqu'à la corde. Ouais, complètement. Celui-là et le 666, ils les interchangent tout le temps. Mais la dernière fois que j'ai vérifié, c'était le plus haut qu'un ballon avait jamais atteint. Je ne sais pas pour les ballons satellites, mais ça semblait être de la même catégorie. Donc environ 33 miles, c'est la limite. Ils ne peuvent pas monter plus haut, car il n'y a plus d'air pour les porter. C'est une démonstration parfaite de la flottabilité et de la densité en action. Tu te souviens de cette vidéo où un gars fait flotter un bateau en aluminium sur de l'air invisible? C'est avec du sulfure hexafluoride. Ce gaz est composé de l'hélium. Il rend la voix plus grave au lieu de la rendre plus aiguë. Et ça prouve bien que les gaz se superposent en couches selon leur densité. C'est exactement ce qui se passe avec notre air. Voilà pourquoi la pression atmosphérique est plus basse en Antarctique et plus élevée en allant vers le nord. Sur un globe, elle devrait être identique, mais ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que nous vivons sur une terre biblique. D'ailleurs, l'hélium monte jusqu'à ce que la densité s'équilibre. C'est pourquoi les ballons ne continuent pas à flotter dans l'espace. Si l'hélium pouvait être aspiré dans l'espace, alors les ballons disparaîtraient là-haut. Mais ce n'est pas ce qui arrive. Ils montent jusqu'à un point précis, puis s'arrêtent. Mais quand tu y regardes, que se passe-t-il avec l'hélium? Il s'échappe. Mais alors, attends une minute. Si on combinait un ballon avec de l'hélium et du sulfure hexafluoride, est-ce qu'il pourrait continuer à flotter même après que l'hélium ait perdu sa portance? Bonne question. Le sulfure hexafluoride est vraiment lourd. Et donc l'hélium, je pense que l'hydrogène est un peu moins dense que l'hélium. Et donc les ballons à hydrogène devraient... C'est un moyen de transport aérien gratuit, ils devraient les utiliser de toute façon. D'ailleurs, j'ai regardé une émission, King of Random, où ils faisaient des expériences avec ces gaz.
Il combinait du sodium hexafluoride et de l'hélium pour voir le résultat. Hmm. Mais je crois que j'ai été interrompue avant la fin. Faudrait que je regarde à nouveau parce que je me souviens plus ce qui s'est passé quand ils l'ont fait. C'est intéressant d'observer la science derrière tout ça. Et c'est pour ça que quelque chose comme le sulfure d'hexafluorure se retrouve profondément enfoui dans ces évents hydrothermaux, car il est remonté à la surface et ils peuvent le collecter ou le produire en laboratoire. Mais la pression atmosphérique standard au niveau de la mer est d'environ 14,7 PSI. Pour moi, c'est fou, parce que mes pneus ont déjà été aussi bas, genre c'est assez bas. Mais je me dis, c'est quand même la pression atmosphérique. C'est incroyable qu'on ait 14,7 PSI, parce qu'on est sous plusieurs kilomètres d'air qui pèsent sur nos têtes. L'hélium monte jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air, puis il s'arrête. Mais on nous dit qu'il est aspiré dans l'espace. Pourquoi? Si c'était le cas, si on peut observer en laboratoire que l'air se superpose en couches, pourquoi l'espace aspirerait-il l'hélium tout en ignorant le gaz comme le néon, l'oxygène, l'azote ou le CO2? Il les laisse tranquilles. Ça ne peut pas être sélectif. Une chambre à vide ne peut pas être sélective, comme ce même à droite qui dit « Je vais seulement absorber l'hélium parce que je suis allergique à l'oxygène ». Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Une chambre à vide et un système sous pression, ça ne va pas ensemble. Nous sommes dans un système fermé parce que nous avons un créateur qui prend soin de nous. Il ne va pas nous jeter sur un caillou filant à 1/2 million de miles par heure à travers un univers infini et en expansion. Et puis tout le concept d'un système sous pression avec l'azote. Supposément, on nous dit que l'azote représente plus de 78% de l'atmosphère, l'oxygène 21% et le reste de petits pourcentages d'autres gaz rares. Mais si l'azote n'est pas affecté par cette force descendante qu'on appelle la gravité et qu'il flotte simplement vers le haut, alors comment peut-il y avoir une pression atmosphérique? Ouais, parce qu'ils disent « Oh, eh bien, l'air se trie en fonction du poids des molécules ». Et je me dis « Tous les gaz rares, 79% de notre atmos oxygénée, 79% d'entre elles ignorent l'attraction gravitationnelle vers le bas. Alors où va-t-elle et pourquoi ne s'évapore-t-elle pas simplement de la surface de la Terre pour toujours ?» Ouais, en rejoignant l'hélium, genre oui. Je suppose que c'est parce que l'hélium te donne une voix cool quand tu l'inhales, alors l'espace aime l'hélium. Si l'espace avait une voix, elle serait aiguë, parce qu'il ne respire que l'hélium. C'est l'invité surprise qui débarque à la fête avec son aspirateur à hélium. Et je voulais juste te donner cette image pour aider à visualiser. Nos étudiants voient ceci. Le globe est littéralement une chambre à vide, mais celle-ci est immobile. Et c'est en fait plus réaliste que ce qu'ils nous disent sur notre monde. Il ne bouge pas, mais il est dans une chambre à vide, entouré de gaz, entouré d'eau. Et pour ce coup-ci, immobile. Si tu allumes la chambre à vide, ce serait comme essayer de gonfler le pneu de droite avec de l'air. Si on te disait d'atteindre 14,7 PSI ou 15-20 PSI, peu importe, tu te ferais virer, tu n'y arriverais pas. Notre globe est comme ce pneu. Il n'y a aucune barrière autour de lui pour maintenir la pression de l'air. Et donc c'est absurde d'essayer d'avoir ce modèle. Et donc voilà, c'est un petit aperçu de certaines choses qu'on a observées sur ce chemin. Ce n'est que le premier semestre, ce ne sont que quelques faits marquants. Le Père nous a vraiment bénis en nous permettant de voir des choses qui prouvent sa création. Et c'était notre but dès le départ, mettre tout ça à l'épreuve et voir ce qui se passe. Et prendre une décision, non pas par peur. Comme toi, quand tu t'es lancé à plein temps dans le ministère, je suis sûre que c'était terrifiant. Tu avais un fils, maintenant tu en as deux. Tu sais, avoir un bébé, ça peut être terrifiant. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent s'investir davantage dans le ministère, qui veulent être utilisées. Mais je vais vous avertir, c'est beaucoup de travail. Je pense que beaucoup d'entre nous ont déjà prié en disant « Utilise-moi ». Je me souviens avoir dit cela dès mes 17 ans. « Utilise-moi ». Et quand il t'utilise, c'est du travail. C'est une bénédiction, c'est la plus grande bénédiction que tu puisses recevoir. Mais c'est aussi beaucoup de travail. Et c'est pour ça qu'on les appelle des serviteurs. Ils méritent ce titre. Le Messie, lui, il n'était pas là pour être paresseux. Il était un serviteur à part entière, accomplissant pleinement ce qu'il devait faire. Et il a béni cette partie de notre ministère, celle qui consiste à s'unir à d'autres personnes pour accomplir cette mission. C'est quelque chose qui ne serait pas possible s'il ne nous guidait pas, s'il ne nous permettait pas de le faire et n'amenait pas les gens dans cette direction. C'est une énorme responsabilité. Quand tu aimes tes enfants, tu veux qu'ils soient ancrés dans la vérité, qu'ils aient une base solide. Même les amener à un regroupement IEF chrétien, c'est compliqué, parce qu'ils parlent encore de l'espace. Ils ont encore beaucoup d'éléments babyloniens, sans même s'en rendre compte. C'est innocent, mais ils fêtent encore Noël, ils font encore toutes ces choses. C'est difficile. Ma femme doit accompagner notre fille, parce qu'elle sait que dans ces milieux, on va parler de certaines choses, ils vont parler de la Trinité, ils vont aborder ceci, ils vont aborder cela. Elle doit être là pour veiller et protéger.
J'ai été bénie par le fait que des gens viennent me voir et me disent: «Voici ce que j'ai de plus précieux, enseigne-leur». Pour moi, c'est le plus grand honneur qu'on puisse avoir dans cette vie. Que quelqu'un te dise: «Je veux que tu m'aides à poser une fondation pour mes enfants, une base qui les aidera à traverser ce monde rempli de mensonges, sans s'y perdre». Parce qu'on oublie que ces enfants, aussi chers qu'ils nous sont, vont grandir, ils vont entrer dans le monde. Ils ne seront peut-être pas exposés aux mêmes choses que nous leur avons enseignées. Ils pourraient être confrontés à d'autres choses. Ils pourraient même essayer autre chose. Mais on veut qu'ils aient une base solide. Ça me rappelle un verset dans Ésaïe qui m'est venu un jour au travail. Ce n'est pas quelque chose que j'ai trouvé par moi-même. Comme beaucoup d'autres choses, ce n'est pas moi qui les trouve. Je prie à ce sujet. Je me demandais, est-ce que je devrais faire Creation Standard? Parce que honnêtement, j'ai peur. Je suis terrifiée. Je prie. Père, est-ce que je peux faire ça? Est-ce que je peux enseigner aux gens? Est-ce que je peux vraiment faire ça? Toujours en train de lui poser toutes ces questions. Comme si on s'attendait à ce qu'il nous donne des réponses immédiates. Et il le fait. Il m'a donné une réponse immédiatement. Mais elle est venue sous une autre forme. Quand la cloche a sonné et que je m'apprêtais à sortir, un élève m'a interpellée. Hey, est-ce que je peux aller prendre de l'eau? Oui, bien sûr. Est-ce que je peux prendre de l'eau? Et là, ça m'a interpellée. Attraper de l'eau. C'est comme ça qu'ils disent maintenant. Alors je lui ai répondu en plaisantant. Bien sûr, mais elle va couler entre tes doigts. Il s'est levé pour aller chercher son eau, et à cet instant précis, alors que je sortais de la classe, un autre élève est venu vers moi et m'a tendu un verset. C'était dans le chapitre 40, là où il est question du fait que Dieu tient les eaux dans le creux de sa main. Et en voyant ce verset, j'ai été bouleversée. Cela m'a immédiatement conduit à un autre passage. Et je me suis presque effondrée. Je me suis dit, quelles étaient les chances que cela arrive à ce moment précis? Mais essentiellement, c'est un verset réconfortant destiné à consoler son peuple. Ésaïe chapitre 40. Voici Yahuwah, il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau, son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. C'est exactement ce qu'il fait, il guide ceux qui ont de jeunes enfants. Il dirige son peuple d'une manière que je n'ai jamais vue auparavant. C'est puissant. Voir un enfant comme le petit Lévi de Shan grandir en dehors de Babylone, dans un monde que nous-mêmes ne connaissons pas lorsque nous étions enfants. C'est fort. Il est en train de former des soldats. Je vous le dis, c'est magnifique. C'est une bénédiction de faire partie de tout cela. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit déjà la moitié du parcours. Rien que d'y penser, je suis émue, parce que c'est quelque chose de spécial. Ces enfants sont spéciaux. J'ai hâte de voir le résultat final. Regardez ça par exemple. Ceci vient d'un de mes propres élèves. Il s'appelle Noah. Il m'a envoyé ça l'autre soir par courrier. Des photos de traînées d'étoiles. Ils ne sortent pas simplement pour observer les étoiles comme le monde leur dit de le faire. Ils sortent et lèvent les yeux en sachant ce qu'il y a là-haut. Ils prient le Très-Haut. Et c'est exactement ce que nous essayons d'encourager. Ne pas juste en faire une question de connaissance où l'on accumule du savoir. Oui, on apprend énormément, mais surtout on se rapproche de notre Père, celui qui a créé cet endroit, celui qui a envoyé son Fils, celui qui revient bientôt. Et ces cieux, ils vont bientôt se fondre comme un rouleau. On essaye de les préparer à cela, parce qu'ils vont être confrontés à tout ce qui est là dehors, aux mensonges, aux prétendues expériences finales. Et je veux dire ceci, si un pasteur ou quiconque prétend être un pasteur dit « Je vais faire une seule observation et je vais m'y tenir comme si c'était la vérité, en dépit de ce que dit réellement la parole », alors cette personne est un menteur. Elle est l'amie du père du mensonge, même si elle ne s'en rend pas compte. Il faut fuir ce genre d'enseignement et ce genre de leader. Ils ne devraient jamais être à la tête d'une assemblée. Ce sont de faux témoins. Même s'ils pensent que le mensonge est un péché différent du fait de porter un faux témoignage, si vous témoignez d'une version de la création qui va à l'encontre de la vérité prouvable du Père, vous êtes un faux témoin contre les prophètes inspirés par l'Esprit. Et je pense que c'est encore plus grave que de mentir contre son prochain. Encore une fois, nous sommes bénis, plus que bénis, de pouvoir faire cela. Et merci, Sean, de nous avoir permis de venir parler de ces choses incroyables. C'est génial, frère, ouais, c'est génial. Je ne sais pas si tu es au courant, mais je vais bientôt traverser la même chose que toi. On est en train de lancer notre propre cours, un programme d'apprentissage de la Bible. On l'appelle le cours de base. Il commence le 3 février et va couvrir 19 sujets différents à travers 32 cours de février à mai. Ce sera 2 fois par semaine, les mardis et les jeudis. Et en même temps, tu as mentionné Artémis. C'est justement un sujet dont je vais parler dans un prochain épisode de la série 42. As-tu déjà vu ma série Investigating Babylon? Oui, j'ai eu le crash course.
J'ai eu la version condensée au Flatoberfest. Okay. Bon, ce This n'est is qu'un just a aperçu, teaser mais dans from la part partie one. 20, I je talk parle de la about pierre du paradis. the Paradise Stone, Ici, which c'est this la is the Mecque. Mecca. C'est une This is a image de picture la of Mecque. Mecca. Um, where they La vidéo est légèrement it's actually accélérée, sped up a mais little tu vois bit, le but rituel où where il they tourne go and autour et dance tout around ça. it and everything. Chaque So année, once a tous les year, musulmans se rendent à la Muslims Mecque, will go en to Arabie Mecca saoudite, in Saudi Arabia, and they dance et around ils this tournent autour de la Kaaba, Maqab and cette this big grande black boîte noire. box. Et à And l'un at des the coins de cette corner boîte of se this trouve big ce qu'on black appelle la box is pierre du something called the paradis. Paradise Stone. Et son And the histoire, history, je I ne don't sais know pas if you si remember tu te this or souviens not, de but ça dans la the série, history of mais that cette histoire is est directement what liée au that verset verse que you're tu as reading lu dans in Acts Acte 19. 19. Vraiment? So the history of it, they L'histoire believe raconte que la pierre that du the paradis Paradise est tombée Stone du is ciel what et qu'on fell l'a from associée à heaven, Artémis, and l'image that d'Artémis qui goes serait back and tombée du attributed to ciel. be Artemis, the image of Artemis that fell from heaven. Ils pensent que They c'est think un it's fragment de a cette piece image of qui serait tombé that d'elle. image that fell from heaven. C'est So juste une pierre it's just a noire. black Les stone. gens They vont go la up to toucher it et and prier they devant pray elle, to it, they touch it, pensant and qu'elle they va say it's t'exaucer going leurs to help prières. their Ils l'appellent la prayers, and pierre du paradis they parce call it the qu'elle est Paradise supposée Stone être because it fell tombée from du heaven. ciel. C'est dingue. Ils croient encore un peu au firmament. Je suis No, presque I'm sûre que pretty sure l'islam enseigne Islam qu'il y a un teaches that there's a firmament. firmament, but Mais c'est it's intéressant just de funny voir que that dans even in the ancient l'Antiquité, world, you had toutes les all the religions ancient parlent religions d'un talked about firmament. firmament. Elles They just croyaient believed that juste the que les gods that dieux they qu'elles adoraient worshiped vivaient dans le were the ciel, sky sous le below them. firmament. Ouais. So this C'est is là where qu'on they would retrouve talk cette about idée des the autres dieux other célestes qui vivaient celestial gods au-dessus du that were above the firmament, firmament. comme dans la Like in mythologie the égyptienne. ancient Egyptian lore, Dans un des Ra, écrits de Ra, one bien of the sûr, c'est writings la on him, he revendication said de that Ra, on ne croit Ra, évidemment this pas que is c'est vrai. Ra's claim. Obviously, we don't think this is true, but this Mais is c'est ce what qui Ra était claimed enseigné and en what was théologie taught in égyptienne. Egyptian theology was that Ra had actually Il disait qu'il avait évolué, c'est peut-être le mot qui evolved is s'en maybe a rapproche le strong word I plus could use. aujourd'hui. En Basically, gros, il était he devenu become plus more puissant, powerful and more supérieur aux better dieux than the d'au-dessus gods du firmament above. qui l'avait créé. Nut. Nut Nut was était the le mot Egyptian word for égyptien pour le firmament. It firmament. was a female C'était une personification of the personnification firmament, féminine du of a water firmament, god une that divinité stretched de out l'eau qui above the s'étendait earth, au-dessus de la And terre. so he Et said Ra that he prétendait qu'il avait actually, atteint un ascended pouvoir into greater supérieur à power ces dieux-là au cours de during sa his vie. lifetime than the gods above the firmament that created him. So they Toutes ces acknowledged religions there antiques was a en dehors covering of the earth d'Israël and all these ancient reconnaissaient qu'il y religions avait une outside of voûte Israel. au-dessus de la terre. But the Mais gods elles that they disaient que worship les lived dieux in the qu'elles sky adoraient above, vivaient dans le ciel, below the entre le firmament, sol et but le above the firmament. ground. And so this is where it's Et c'est là que ça fascinating devient is that fascinant, they car en just fait, ils basically intégraient le they firmament would dans include leur the firmament mythologie, dans leurs enseignements, lore, into dans their leurs descriptions descriptions of theology, théologiques, but they mais en just le contournant. bypassed it with, well, our gods that we worshipped live like in examples of Ra's Par going exemple, for dans many le récit du years, where bateau de Ra, aux he millions declares that d'années, his home il est was dit que sa very demeure much était attached littéralement to the attachée au back dos de of Nout, Nut, au the dos back du of Nut. firmament. And so C'est this ainsi is qu'il where aurait that's why fui he got away l'humanité from et mankind serait and went allé to live vivre dans le in the ciel. sky. So this is where it's just fascinating that C'est incroyable de they voir qu'ils acknowledge reconnaissent these ces choses. things. So the Donc, Bible la just Bible doesn't ne stop s'arrête at pas the simplement firmament. au It firmament. explains the Elle heavens explique also, aussi les the cieux, most là où heavens, réside right? le The Très-Haut, angels ainsi que above les that anges et les service of serviteurs de la righteousness. justice. And Et comment tout cela all sera that's needed to utilisé do lors is du second at the second avènement du coming of the Messie pour Messiah, établir la you know, paix to sur la establish terre peace on the earth and to et destroy détruire les false faux gods dieux like comme Ra, Ra Zeus et Zeus, tous all ces those autres. crazy guys. So it's C'est just fascinating. fascinant. Artémis était la Was the personnification female féminine d'Isis et personification de of Hathor Isis and Hathor dans les in the Egyptian panthéons égyptiens. pantheons. Isis So et Isis and Hathor Hathor was the représentaient une female déesse goddess personnifiant la personified sagesse of the wisdom and the et le home foyer of de Ra. Ra. And so C'est this pour is cette why raison that que la Paradise pierre du Stone paradis is est considered a considérée comme chunk un of it that fragment had de cette fallen image from heaven originelle from d'Artémis the tombée du original ciel. image of Artemis. Waouh! So yeah, there's Oui, a il lot y a to it. énormément de choses à dire à ce sujet. Yeah, I Mais know oui, je that sais que suivre giving une crash version course in accélérée de Investigating la Babylon série series Investigating is Babylon peut être un probably désavantage pour la disadvantageous plupart des to the gens, average person if like yourself, comme because you toi like all qui the aime avoir tous les details. détails. So C'est that's pourquoi why I j'ai spent like consacré 21 21 episodes épisodes à meticulously going through all the explorer details méticuleusement again in chaque 42 aspect. Et series. dans la This is série much deeper. 42, nous I'm going to creusons be talking encore about plus Artemis even profondément. Je vais deeper. parler You d'Artémis kind of encore stole my plus en thunder, détail. stole my Ah, tu thunder m'as on un a peu few volé la things, which is vedette fine. sur certains points, mais ce n'est pas grave, I j'adore love ça, it. c'est It's fun. amusant. Désolée, But mais on we're talking parlera about aussi Artemis as d'Artémis well dans un in prochain yeah, épisode next de few episodes. 42. So Mais oui, on because parlera yeah, d'Artémis that dans
dans un prochain épisode de 42. Car cela a un lien avec l'absinthe Wormwood. C'est assez incroyable. Ah, je ne savais pas ça. Je l'ai découvert il y a seulement quelques semaines. Ouais, c'est du bon contenu, vraiment. Il faut que davantage de gens en parlent, qu'ils diffusent ces connaissances, qu'ils incitent les autres à étudier les Écritures avec un regard neuf.
pas juste en cherchant à tout allégoriser et à tout transformer en métaphore, mais en prenant le texte tel qu'il est et en étudiant les noms, les mots, en creusant vraiment. Parce qu'en faisant cela, on trouve énormément de parallèles qui rendent la vie plus pertinente, plus captivante. On apprend véritablement à connaître les qualités invisibles de Dieu et la nature cachée de sa création à travers ce qu'il a fait. C'est magnifique, tu ne trouves pas? Oui, et tout le monde ne sait pas forcément comment étudier le contexte comme toi. Mais en s'habituant à travailler ainsi et à approfondir la parole, ça devient plus naturel. Moi, quand j'étudie avec Enoch, je vois comment tu utilises les couleurs pour organiser le contexte. Moi aussi, j'utilise des couleurs quand j'étudie, mais pas de manière si organisée. J'ai besoin de surligner des passages en différentes couleurs pour tout structurer. Je suis sûre que tes études de mots et ta façon d'enseigner vont être très utiles et puissantes. Yeah, hopefully people are enjoying it. J'espère que les gens apprécient et comprennent bien cette approche, parce qu'elle est très spécifique. Ce n'est pas comme une étude traditionnelle où l'on s'arrête à chaque verset pour faire un commentaire, donner toutes les définitions des mots et lister toutes les références croisées. J'essaie plutôt d'apporter un commentaire basé sur les thèmes, comme tu l'as dit, et de croiser les versets en fonction du contexte pertinent, et non simplement parce qu'un mot apparaît dans un autre passage. Si tu vas sur Bible Gateway, Bible Hub ou d'autres ressources en ligne, souvent ils te donnent des références croisées qui n'ont rien à voir avec le contexte, juste parce qu'un mot est similaire. Ce n'est pas toujours pertinent. J'essaie de rendre ça plus contextuel pour que les gens comprennent plus vite ce qui est réellement dit. Frère, merci à toi d'être venu ce soir. Y a-t-il d'autres choses que tu aimerais partager avant qu'on ne termine l'émission? Merci de m'avoir invité, frère. Je sais que tu dois endurer beaucoup de choses. Plus on se rend visible, plus on grandit, plus on attire l'amour de certaines personnes, mais aussi la haine d'autres. C'était pareil pour les prophètes avant nous. Ils avaient des fidèles prêts à donner leur vie pour eux, et en même temps des ennemis qui voulaient les tuer. Tu gères tout cela avec beaucoup de sagesse. Ce n'est pas évident quand on agit avec un cœur pur, dans un but sincère, en essayant de ramener les gens vers le Créateur et à sa compréhension du fonctionnement des choses. Ok les amis, merci infiniment d'avoir été là et on se retrouve la prochaine fois.